Nous devons accompagner nos autorités en respectant toutes ces mesures et en sensibilisant nos enfants et proches sur le respect strict des consignes. Ochem, tu as compris. Agréable journée et à bientôt. Bien des choses à maman Dylan de ma part. Rassure-toi, elle et moi appliquons à la lettre des consignes du gouvernement et des autorités sanitaires. Et la tienne, oui. On se retrouve donc sur la causerie matinale. Je rappelle que vous êtes toujours sur votre émission matinale le matin sur ETélé. Et pour cette causerie matinale, nous avons déjà nos invités qui sont sur le plateau. Monsieur Loge Ganaro, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour, cher confrère Théodule. Merci d'être là. Bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. En face de lui, nous avons Félicien Fayon. Il est journaliste au quotidien Le Matinal. Bonjour Félicien Fayon. Théodule. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors très bien. Alors, premier sujet, nous allons nous intéresser à l'organisation de l'examen blanc national. C'est d'ailleurs en cours, on fait une année scolaire normale. Alors, Monsieur Félicien Fayon, l'organisation d'un examen blanc ou de l'examen blanc au plan national, cela suppose que l'année suit son cours, l'année est une année normale, mais avant, il y avait des inquiétudes à la reprise le 11 mai dernier. Oui, c'est vrai qu'il y avait des inquiétudes, mais les conseillers pédagogiques, les responsables en charge de l'éducation avaient déjà rassuré de ce que l'essentiel des cours, sinon l'essentiel des matières avait déjà donc été enseigné aux enfants parce que les cours avaient été suspendus, si vous vous rappelez bien, je crois en mars dernier. Oui. Ils étaient donc allés en congé anticipé. Ils avaient donc ils devaient en avoir pour 2 semaines, mais ils sont allés jusqu'à pratiquement 2 mois, sinon 1 mois et demi à la maison. Et donc, c'est ça qui avait fait que d'autres s'en étaient donc inquiétés. Mais l'assurance avait été donnée, c'est qu'une bonne partie des programmes avaient été déjà exécutés pour que l'année soit valide. Et donc, pour cela, il n'y a pas de problème. Et les enfants, contrairement à ce qu'on pouvait donc croire, il y en a qui sont restés à la maison, mais à étudier. Il y a également des enseignants qui ont gardé contact avec beaucoup d'enfants, qui envoient des exercices à la maison aux enfants pour qu'ils puissent traiter. Il y a également des cours en ligne que certains ont reçus. Il y a même des partenaires qui donc dispensent des cours en ligne. Il y a aussi le ministère de l'enseignement primaire à travers la radio scolaire qui donc dispense également des cours en ligne. Il y avait également des chaînes de télévision qui organisaient des cours également en ligne. ETélé. Mais voilà, donc il y avait donc tout ça, ce qui veut dire que les enfants ne sont pas tellement restés loin des cahiers comme des gens l'ont cru, puisqu'en réalité il leur avait été interdit de se promener, ils ne pouvaient pas aller à la plage, se distraire, donc les enfants n'étaient pas trop loin de leur cahier. Il y en a qui avaient même des répétiteurs, des encadreurs à la maison et qui suivaient donc régulièrement les cours. De toutes les façons, les examens blancs qui sont en cours vont permettre de tester leur niveau. Parce que là, ils viennent de faire environ 3 semaines de cours depuis la reprise. Et donc, les examens blancs vont confirmer un peu ce qu'ils avaient, ce que les conseils pédagogiques ont dit, pour voir si leur niveau est bon. Et s'il y en a qui sont faibles, ils vont essayer donc de détecter leur point de faiblesse et voir si dans les quelques semaines qui restent encore avant même les examens, les grands examens, un rattrapage pourrait donc être fait. Et donc c'est normal qu'il y ait un examen blanc pour tester le niveau d'évaluation donc de l'enfant. Très bien. Monsieur Loge Ganaro, oui, il y avait inquiétude, il y en avait du côté des syndicalistes, du côté de l'association, la confédération des parents d'élèves. Qu'est-ce qui pouvait justifier, en dehors de ce que monsieur Fayon vient d'expliquer, qu'est-ce qui pouvait justifier aussi cette inquiétude? Est-ce que c'est l'organisation, l'éventuelle organisation de cette rentrée qui a suscité ces inquiétudes à votre niveau? Non, vous savez, comme ça a été le cas pour les religions, d'accord, pour les bars, les transports en commun, des activités qui rassemblent beaucoup de personnes. Oui, nous reviendrons sur ce point. D'accord, comme ça a été le cas pour ça, les mêmes inquiétudes ont été exprimées pour les écoles. Vous savez que dans les écoles, dans les établissements scolaires, c'est beaucoup d'élèves.
c'est des centaines, c'est des milliers. Bien sûr. Alors, dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus, alors, les syndicats se sont demandé comment est-ce que tout cela peut être organisé pour éviter qu'il y ait la propagation. N'est-ce pas? Parce que les 2 semaines de congés qui sont allées jusqu'à 1 mois, 2 mois, vous comprenez un peu que le gouvernement, c'est par souci de faire en sorte que cette maladie-là ne se propage pas, que ça a été prolongé de cette manière-là. Bon, maintenant qu'il a été décidé ainsi, les syndicalistes n'étaient pas sûrs que toutes les dispositions sont prises pour éviter que cette reprise des cours n'engendre également d'autres conséquences néfastes. Donc voilà en réalité leur inquiétude, ce qui justifie leur inquiétude. Mais d'un autre côté, le gouvernement joue sur 2 fronts. Tout en consentant des efforts, en se battant pour faire en sorte que il n'y ait pas propagation, pour que nous puissions avoir raison sur la maladie. Le gouvernement est également soucieux par le fait qu'il faut sauver l'année. Il faut éviter qu'il y ait une année blanche. Voyez-vous, parce qu'une année blanche, ça a de graves conséquences. Ce n'est pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça a des conséquences sur des dizaines d'années. Le Bénin a connu une année blanche ici. Vous voyez toutes les conséquences. Ça continue aujourd'hui d'avoir des implications négatives sur les études, sur l'avenir des enfants et sur tout ce que nous savons. Et donc à la reprise, on a constaté quand même qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises. D'abord au niveau des... Voilà. Donc c'est dans cette même logique. Le processus suit son cours. C'est dans cette même logique que le gouvernement a fait en sorte que ces examens-là, blancs-là, puissent se tenir. En fait, c'est pour tester un peu, voir un peu le niveau des élèves. C'est vrai que des efforts ont été faits de part et d'autre, au niveau des parents, au niveau des enseignants. Ils ont su encadrer les enfants et faire en sorte que ça ne soit pas une perte, tout ce temps de repos qu'ils ont eu. Mais néanmoins, certainement qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas pu profiter de ce temps-là, n'est-ce pas, pour étudier, pour faire en sorte que le niveau ne baisse pas. Donc c'est pour tester leur niveau, pour essayer de voir là où il y a des tas et corriger tout cela avant les examens officiels. Donc moi je pense que c'est un pari qui est en train d'être gagné, puisque après le réaménagement du calendrier scolaire, nous voilà à l'étape des examens blancs. Le gouvernement tient à relever ce défi-là, parce que par ces examens blancs-là, c'est une manière également d'aider les candidats à mieux se préparer, à mieux affronter les examens officiels. Très bien. Voilà. Alors, M. Félicien Fayon, est-ce que 3 semaines suffisent pour mettre les élèves à niveau pour affronter les examens? Parce que c'est dans moins de 3 semaines les examens nationaux. Oui, il faut d'abord se demander si les programmes ont été bien exécutés. En fait, c'est ça. Si les programmes étaient bien exécutés, il n'y a pas de problème. Même 2 semaines, même 1 semaine, les enfants peuvent être préparés. Notre pays a eu une chance. C'est que, d'abord, nous avons fini avec les grèves. Il n'y a plus de grèves qui donc handicapent le cours normal de l'année scolaire. En dehors de ça, il y a aussi que, contrairement aux habitudes passées, c'est-à-dire d'il y a 15, 20 ans, même jusqu'à 10 ans, où on démarrait la rentrée dans la première semaine d'octobre, mais même dans la deuxième semaine d'octobre, notre pays a fait l'option de commencer par faire les cours depuis quelques années en septembre. Ça veut dire quoi? Nous avons tout le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février. Allez, déjà 5 mois, on a déjà fait les cours. Les enfants sont allés en Corée de détente, ils sont revenus. Ils ont même repris les cours, ils ont fait, je crois, environ 1 mois avant d'aller pour les congés de Pâques, mais anticipés. Ils allaient juste revenir faire les derniers devoirs et faire les révisions en mai, puis normalement en juin, début juin, ils devaient être en train de composer. Et donc le mois de la partie du mois d'avril et de mai perdu, je pense que c'est ça qu'ils sont en train de compenser maintenant. Et puis le mois de mai n'a pas été entièrement perdu, puisque le 11 mai déjà ils avaient déjà repris. Et donc ils ont fait cours tout le mois de mai, avant maintenant de plancher pour les examens blancs. Et ils vont encore faire cours dès la semaine prochaine jusqu'au prochain examen. Ça veut dire qu'en réalité ils n'ont rien perdu. Ils n'ont pratiquement rien perdu. Et j'ai écouté les conseils pédagogiques qui ont dit qu'en réalité au Bénin, le niveau des enfants est bon. En tout cas, le niveau d'exécution des programmes aujourd'hui est satisfaisant. Et donc, on ne peut pas parler de temps perdu et d'inquiétude. Non, je pense que même si les enfants passent aujourd'hui, ils sont passés avec de très bons niveaux. Pour ceux qui n'auraient pas de bonnes moyennes pour les examens blancs, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être l'occasion pour eux de pouvoir se rattraper. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Les enseignants sont là. C'est leur métier, c'est leur boulot. Et nous n'allons pas certainement
on ne va certainement pas amputer les lacunes de certains de ces élèves à ce temps de congé forcé qu'ils ont. Justement, il y a ça aussi. Il y a certains qui, même si il n'y avait jamais de suspension des cours, quel que soit ce qu'on ferait, c'est que les lacunes ne vont pas disparaître, ils ne vont pas passer. Donc, on ne va pas tenir compte de ça. Il y a, dans une classe, l'enseignant connaît à peu près le niveau moyen de ses élèves. Et il sait que, bon, si la moyenne a aujourd'hui un certain niveau donné, c'est qu'on peut valider et estimer que ça peut aller. Ceux qui encadrent nos enfants, ce n'est pas des cons, c'est des gens qui sont intéressés. C'est les professionnels d'ailleurs. Et donc, ils savent que ça peut aller. Sinon, ils auraient déjà déconseillé au gouvernement la reprise. Et ils allaient même demander même l'invalidation de l'année. Mais je crois que dans d'autres pays, même des pays de la sous-région, le Bénin est en avance sur eux parce que d'autres pays, au niveau d'autres pays, c'est que ils ont même juste relancé les classes d'examen seuls. Il n'y a même pas les classes intermédiaires qui ont repris les cours. Et donc, des gens ont même déclaré les enfants passés en classe supérieure déjà. Quand bien même ils n'ont pas fait les derniers devoirs, les dernières compositions de l'année. Donc au Bénin, je crois qu'on a fait cette option-là de reprendre les cours véritablement. Et c'est quand même salutaire. Il faut saluer donc cette décision du gouvernement et pouvoir donc soutenir cela. Très bien. L'option de faire reprendre les cours seulement aux classes d'examen avait été préconisé par certains parents d'élèves qui se disaient, même les enfants, les élèves de la 6e, 5e pouvaient tout aussi rester à la maison comme au cours primaire, mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on est en examen blanc, c'est déjà une validation de l'année. Mais tout à fait, parce que à cœur vaillant, rien d'impossible. Vous savez que sur cette option-là, même les syndicats étaient d'accord. Ils étaient bien d'accord, oui. Ils étaient d'accord pour que les classes d'examen reprennent. Reprennent uniquement. En fait, ils ont lancé pour les classes d'examen. Uniquement pour les classes d'examen. Oui. Mais qui ne risque rien à rien. Il faut toujours risquer. Il faut toujours risquer. Et le gouvernement, je crois que le souci, c'est de ne pas perdre l'année. C'est de faire en sorte que l'année soit validée. Et lorsqu'on y croit et on prend les dispositions, on s'y met, on fait les efforts, on finit par réussir. Le gouvernement a fait cette option-là et je crois que nous voyons que le processus est en bonne marche. Dans la mesure où vous voyez, bientôt, je crois, le 10 août prochain, le 10 août, les classes intermédiaires vont reprendre les cours. Donc terminé. Mais ceux qui ont repris déjà, on a commencé progressivement, mais je crois que les acteurs, tous les acteurs, les responsables des établissements, et même au niveau du gouvernement, il y a eu des tournées, des visites dans les établissements scolaires pour se rendre compte de l'effectivité de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le dispositif de lavage de mains, le port des masques, tout n'est pas bon à 100%, mais pour l'essentiel, je crois que les enseignants sont conscients, les responsables des établissements sont conscients, ces dispositions-là ont été prises. Donc on peut, tout en étant dans la logique de lutter contre le coronavirus, faire en sorte que nous ne perdions pas également sur le terrain de l'exécution, de la mise en œuvre du programme d'enseignement, de la tenue des examens, pour que les élèves ne perdent pas. Parce que perdre une année, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a des conséquences très graves sur l'avenir des enfants. Donc le gouvernement est en train de réussir sur ce terrain-là. Et avec ce qui se passe maintenant, je crois que c'est des mesures préventives qui sont en train d'être prises. Les examens blancs, bon, habituellement on le fait. Mais dans ce contexte-là, actuellement, ça permettra de jauger le niveau des enfants. Même ceux qui n'ont pas travaillé pendant 7 ans de repos-là, ça permet de voir là où il y a des insuffisances, là où il y a des tas, ce qu'il faut corriger. Et ça permettra de faire les réglages nécessaires avant les examens officiel. Et toujours dans le souci, dans l'espoir de faire en sorte que le taux de réussite soit vraiment ce que nous attendons. Absolument. Avant de nous prononcer sur les résultats que cela peut donner, c'est-à-dire on sait que l'examen blanc, c'est pour jauger le niveau de l'élève, à savoir le vrai visage de c'est un test avant les examens officiels. Avant les examens. Mais l'organisation des examens blancs même dans sa nature, quelle approche avez-vous, quelle appréhension avez-vous par rapport à ça, l'organisation de l'examen blanc? Bon, on dit les examens blancs. Donc ce n'est pas les examens proprement dit. Ce n'est pas les examens officiels. D'accord? C'est comme pour les élections, on parle parfois des primaires. Quand les primaires sont organisées, on voit, bon, ceux qui vraiment peuvent franchir le cap, et les candidats qui n'ont pas les valeurs qu'il faut, qui n'ont pas les atouts qu'il faut, et ça permet de savoir pour chaque parti ceux sur qui il faut compter, ceux sur qui il ne faut pas compter, et pour faire les choix vraiment rationnels.
Voyez-vous? Donc ces examens blancs-là, ça permet, comme vous l'avez dit, de jauger les niveaux, mais ça permet également de colmater les brèches, de faire les règles nécessaires. Ceux qui ne sont pas au point, ça leur permet, parce que ce n'est pas seulement au niveau des enseignants qui sanctionnent, mais ça permet aussi à l'apprenant de se rendre compte, n'est-ce pas, de ses insuffisances, de là où il doit encore faire beaucoup plus d'efforts. Et toutes ces corrections doivent être faites avant les examens officiels. Donc c'est nécessaire, c'est indispensable, parce que ça vous permet de vous donner les armes nécessaires et de vous dire que vous êtes prêt avant même la bataille, avant même la guerre. On se donne les armes nécessaires, les outils nécessaires pour aller à l'affrontement. Et ça permet aux candidats d'affronter de manière valablement les épreuves, les différentes épreuves, pour espérer, n'est-ce pas, réussir lors des examens officiels. Très bien. Oui, Philippe. Oui, en fait, l'examen blanc, c'est vrai que par le passé, au moment où nous étions encore sur les bancs, quand on parle d'examen blanc, c'est vrai que ça ne nous faisait pas trop peur parce que les conditions d'organisation ne nous faisaient pas peur. C'est-à-dire que c'est les mêmes enseignants de notre école, mais de notre collège, qu'on prenait jusqu'on faisait juste des permutations dans les salles de composition. Et donc, on se connaît. Et puis, peut-être à deux par table. Et on se croyait toujours en composition. Et on compose. C'est ça que les gens appelaient examen blanc. C'est ça qu'on faisait comme examen blanc. Mais avec le temps, les gouvernements successifs ont travaillé pour améliorer cela. Et aujourd'hui, quand on parle d'examen blanc, c'est qu'on vous met dans les mêmes conditions que le grand examen, même. C'est-à-dire qu'à la différence près qu'on écrit blanc seulement sur l'épreuve. Sinon que la feuille de composition, tout sur le dispositif, c'est-à-dire que vous êtes assis seul. Le surveillant n'est forcément pas un enseignant que vous connaissez, il n'est forcément pas de votre établissement, et c'est lui qui vient vous surveiller. Et aujourd'hui, c'est que l'épreuve n'est plus seulement par collège, elle n'est non plus par commune, mais c'est la direction départementale de l'enseignement qui propose l'épreuve. Donc c'est la même épreuve qu'on compose dans tous les établissements du même département. Ce qui par le passé n'avait pas été le cas. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, un enfant qui arrive, parce qu'en fait il y en a qui sont souvent stressés, il y en a qui ont peur de cet examen-là, et donc c'est quoi? On dit examen blanc, c'est quoi? On dit examen, c'est quoi? Donc l'examen blanc leur permet de savoir qu'en réalité, ce n'est qu'une situation de composition habituelle, et que c'est juste des dispositions qui changent. Et donc on les prépare à affronter l'examen, et ça fait même que des gens dominent le stress, et c'est ça qui fait qu'ils réussissent. Sinon qu'en réalité, quand on soumet l'enfant directement à un examen, je ne suis pas enseignant, mais je sais qu'il y en a qui sont stressés, qui n'arrivent pas à tenir jusqu'à la fin. Et donc voilà pourquoi l'examen blanc tel qu'il est organisé aujourd'hui est quand même salutaire et est quand même bon. Et je voudrais revenir sur le fait que les syndicalistes avaient proposé en temps que l'on commence la rentrée uniquement que pour les enfants qui sont en cas d'examen. Vous savez, si on le fait par exemple pour un enfant qui est au CM2, et c'est eux seuls qui ont commencé la rentrée, seulement à la troisième et puis la terminale, et qu'on fait les compositions, et que ceux-là passent, ceux qui sont au CM2 passent en sixième. Alors ceux qui sont au CM1 vont passer comment? Sans évaluation. Est-ce qu'on devait déclarer tout le monde, même ceux qui n'ont pas la moyenne, quand on devait estimer qu'ils sont passés en classe supérieure, ou bien est-ce qu'on devait dire que bon, les moyennes obtenues au premier semestre, et ça, on tient compte de ça. D'autres enfants peuvent vous dire, mais si on m'avait laissé faire le second semestre, j'allais avoir la moyenne. Et donc, il peut y avoir des problèmes difficiles à régler après. Et donc, le gouvernement a bien fait, après avoir pris donc des dispositions pour que les enfants soient sécurisés contre ce mal, contre le coronavirus. Et nous sommes obligés d'apprendre à vivre avec ce virus aujourd'hui. Après avoir pris cette disposition aujourd'hui, le gouvernement décide que tout le monde aille à l'école, à l'exception des jeunes enfants, des jeunes écoliers, c'est-à-dire du CI jusqu'au CME. Et donc je pense que c'est quand même salutaire. Et aujourd'hui, c'est sûr que ces mêmes syndicats se rendent compte de ce qu'il fallait aller là. Et puisque les résultats sont là, l'année suit son cours normal, les examens blancs se déroulent actuellement, jusqu'à certainement qu'ils vont finir aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi, nous allons donc saluer, comme vous l'avez dit, cette perspicacité du gouvernement qui a vu juste en mettant l'année, en validant, en prenant le chemin de valider cette année scolaire. Et c'est la joie des apprenants, des enseignants et des parents d'élèves. Merci. Nous allons donc tout de suite aborder l'autre sujet. Il s'agit de la réouverture des lieux de culte, des transports communs, des bars. Nous allons ensemble faire le point de la première journée. Ça s'est
La réouverture a eu lieu depuis hier, 2 juin. Nous avons une équipe de notre rédaction qui était sur le terrain pour constater d'abord la reprise au niveau des lieux de culte et mosquées. Nous allons les suivre. 6h30, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomain. Fidèles catholiques se ruent vers les dispositifs de lavage de mains installés pour se désinfecter et se diriger vers l'intérieur de l'église pour l'office matinal. Le même scénario un peu plus tôt, à la mosquée de Djonké, fidèles musulmans se dirigent vers l'intérieur des mosquées pour la prière matinale. Les habitudes reviennent progressivement, habitudes que le coronavirus avait mis aux oubliettes. Vraiment, c'est une joie profonde pour nous tous, d'avoir retrouvé encore la maison du Seigneur comme ça, c'est une joie. C'est très bien respecté, oui. J'ai eu la nostalgie, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir dans la maison de Dieu. Je dirais simplement que c'est purement un sentiment de joie. Comme vous l'aurez remarqué, il y a un dispositif qui a été mis en place pour permettre aux fidèles de se laver les mains. Et également dans l'enceinte de l'église, il y a eu le respect de la distanciation sociale. Donc, au plus 3 personnes par banc. Les gens n'ont qu'à venir faire la prière seulement. Que c'est déjà ouvert. Avant de rentrer, tu dois laver tes mains. D'abord, avec ton cache-nez, tu vas aller faire ton ablution et tu rentres dedans pour faire ta prière. Les mesures sont respectées ici. Mais tout à l'heure qu'on a fait la prière, on a respecté les mesures. 1 mètre, on a respecté ça. Le père Saturnin Lawson, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomain, pense que les gestes barrières sont des habitudes sanitaires, habitudes que chaque fidèle doit cultiver pour se protéger et protéger son entourage. Il invite cependant les fidèles à l'obéissance. Vous savez, le respect des gestes barrières participe de l'hygiène même de l'homme. C'est salutaire, ce n'est pas seulement pour la pandémie. Vous allez voir que actuellement, avec ce respect de l'hygiène même en soi, des maladies comme la tuberculose, choléra, un certain nombre de choses vont disparaître. Et donc, il faudrait que ça fasse partie de notre culture. Même après la pandémie, que nous ayons cette culture de la propreté. C'est important. Et donc, il y a quelques difficultés. Vous savez, dans un troupeau, il y a toujours des brebis galeuses. Il y aura toujours quelques personnes qui vont s'infiltrer sans avoir peut-être mis le masque, ou bien sans s'être lavé les mains, ou bien sans observer la distanciation. Mais là, la milice de l'église que constituent les marguilliers, les scouts, les encadreurs sont là pour les ramener à l'ordre. L'appel que je lance à tous les fidèles chrétiens, non seulement de Godomain, mais de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Cotonou et de notre pays, c'est la discipline, c'est l'obéissance. L'obéissance trouve toute sa source en Jésus-Christ, qui a obéi et qui est venu, il s'est incarné pour faire la volonté du Père, nous réconcilier avec le Père. Donc nous aussi, comme lui, obéissons. Obéissons pour notre propre bien, pour notre santé. À l'entrée des lieux de culte, dispositifs de lavage de mains sont installés. La distanciation sociale d'au moins 1 mètre entre individus est respectée et le port du masque est désormais un devoir. Voilà, c'était donc un reportage de Sabi Mathilda et nous allons retourner à la technique, à la régie, à la réalisation pour suivre le reportage des transports communs, communément appelés Tokpa, qui ont également repris leurs activités hier, mardi, le 2 juin, suite à cette décision du gouvernement pour l'assouplissement des mesures restrictives par rapport à la lutte contre cette maladie. Nous suivons donc le reportage et nous revenons. Alignés derrière l'autre, les conducteurs de minibus de Tokpa attendent chacun leur tour de chargement en ce jour de la reprise de leur activité. C'est un soulagement pour ces conducteurs après ce long moment passé à la maison. Sincèrement, on est heureux, on est en joie. On est en joie puisque depuis un certain temps là, vraiment, on souffre. Mais aujourd'hui, on est content.
Nous félicitons le président de la République. Nous sommes très heureux et reconnaissants et nous remercions le gouvernement. C'est un nouveau départ. Petit à petit, les clients viendront. Sur ce parc, situé dans les encablures du marché d'Antokpa, communément appelé parc Sofla d'Oto, les précautions sont prises pour le suivi et le respect strict des gestes barrières, le lavage des mains, le port de masque, avant tout, l'embarquement. C'est notre dispositif, notre lavage de mains qui est mis là pour tous les clients. Quand ils viennent, ils prennent par là, ils lavent les mains d'abord avant de rentrer dans le véhicule. Bon, avant le démarrage, nous responsables de la gare, on tient à informer si quelqu'un n'a pas de cache-nez dedans, il descend du véhicule. On ne les garde pas, elle descend ou il descend en même temps du véhicule. Mais si la personne a dit porter, sinon, quand vous sortez en même temps, il y a des policiers qui sont là. Ils vous prennent et nous, on ne vient pas à une intervention. Avant que tu n'entres dans mon bus, tu dois présenter ton cache-nez. Avant d'entrer dans un bus là qui est autour là, tu dois laver les mains. Le trafic reprend pour ses conducteurs. Le nombre de passagers à bord est limité pour raison de distanciation sociale. Ceci a eu un impact sur les tarifs appliqués. À propos du chargement là, vraiment on est déçus. Puisque par exemple moi mon bus prend 18 personnes. Sur un banc, normalement on prenait 4, maintenant on prend 2. Ça a connu une légère augmentation parce qu'on prenait Tokpa à Bilo 250 et Tokpa à Conville 250, Tokpa à Missessin 300 et maintenant on est revenu à Tokpa à Bilo 300, Tokpa à Conville 400, Tokpa à Kassato 500. Quant à Toba, c'était à 400, on a mis à 500. Réveillé, même chose, c'était à 400, on a mis à 500. Moins d'affluence en cette première journée de reprise de leur activité. Ceci s'explique par plusieurs raisons. Avec tout ce moment passé à la maison, les assurances sont inspirées, de même que la visite technique. C'est ce qui explique le faible nombre de bus sur le parc. Un nouveau départ pour les conducteurs de minibus. Le respect des mesures barrières doit être la règle d'or pour passagers et conducteurs en vue d'une riposte efficace au coronavirus. Voilà, merci à Dossa qui nous a ramené ce reportage, Monsieur Gandaro. Alors, qu'est-ce que ces deux éléments vous inspirent du côté, d'abord, du côté des lieux de culte et mosquées? Bon, les activités ont repris, conformément à la décision du gouvernement lors du dernier Conseil des ministres qui a procédé à la levée de ces mesures-là, à la levée des mesures. Je crois que les activités ont repris, que ce soit au niveau des lieux de culte, que ce soit au niveau des compagnies de transport en commun. Mais au niveau des lieux de culte, je crois que vous savez que les grands rassemblements, c'est souvent les dimanches et pour les mosquées, les vendredis pour la grande prière. Mais néanmoins, déjà, à partir dès demain, là, certains lieux de culte ont repris les activités. Et de façon générale, les mesures continuent d'être respectées, les mesures barrières. Vous avez constaté tout à l'heure qu'au niveau de certaines paroisses, le dispositif de lavage des mains est en place, est mis en place. Et dans les églises même, la distance d'1 mètre, c'est respecté de manière conséquente, parce qu'ils ont dit qu'on a 2 fidèles par table. 3 par banc. Par banc. Des bancs qui, auparavant, sur lesquels on retrouvait 10, 8, 9 ou 10 fidèles. Donc si c'est ça, je crois qu'ils ont cette conscience-là, n'est-ce pas, de continuer, tout en reprenant les activités, de continuer de respecter les mesures barrières, avec les instructions, le suivi des responsables des églises, des paroisses et des mosquées. C'est déjà une bonne chose.
Bon, il y a quelques cas d'exception, mais pour les églises, il a été dit que bon, ceux qui ne porteront pas les masques ne sont interdits d'avoir accès aux églises. C'est déjà bien. Si tout cela peut être suivi, c'est une bonne chose. J'ai appris même qu'au niveau de certaines églises, je n'ai pas vu qu'au lieu de laisser tout le monde entrer, qu'il y a même des bâches au dehors. Des bâches ont été installées au dehors pour diminuer le nombre de fidèles qui doivent avoir accès. Tout ça, c'est très bon. Maintenant, au niveau des transports en commun, et ce que nous pouvons retenir, il y a augmentation des tarifs. Et cela est dû au fait que les bus qui avaient l'habitude d'embarquer 50 passagers sont limités maintenant à 25 passagers. Les minibus qui transportaient jusqu'à 20 passagers, à 25 sont limités à 9 ou à 10. Donc ça a des répercussions sur les charges, sur les prix à fixer. C'est tout à fait normal, mais maintenant il faut éviter vraiment la surenchère. Il ne faut pas que certains profitent de tout ce temps de repos qui est tout à fait normal, ce temps de confinement-là, qui nous a été imposé par le gouvernement pour pouvoir éviter la propagation. Il ne faut pas que certains cherchent maintenant à rattraper le temps perdu en augmentant exagérément les tarifs. Donc je crois que le gouvernement a tenu une séance de travail avec les responsables, les syndicats des transporteurs pour attirer leur attention là-dessus, pour les rappeler à l'ordre, pour leur dire, écoutez, n'exagérez pas, essayez de fixer des tarifs raisonnables. Maintenant, sur le terrain, est-ce que cela est en train d'être appliqué? Ce que j'ai entendu, c'est que les tarifs qui sont fixés actuellement, c'est par les syndicats des transporteurs. Maintenant, s'il y a exagération, je crois que le gouvernement saura comment encore faire d'autres séances pour les rappeler à l'ordre. Très bien. Félicien Fayon, il y a Antonia Dossa, dans son reportage, on a senti qu'il y a une joie au niveau en tout cas de tous ceux qui sont les responsables, les transporteurs, par rapport au bus Tokpa, la joie de retrouver leurs activités, parce que pendant au moins 2 mois, ils étaient restés inactifs. Et donc, il y a un problème social qui s'est posé à leur niveau. Oui, un problème social, mais aussi psychologique. Vous savez, même si on vous donne de l'argent, on vous demande de rester à la maison du matin au soir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça fatigue, parce que vous n'êtes pas né seulement que pour manger et vous reposer. Et donc, parfois, ça ennuie. Donc, des gens qui avaient l'habitude de rester en activité du matin au soir, ils ne se fatiguaient pas du tout, ils n'avaient pas de problème. C'était avec passion et plaisir qu'ils exerçaient donc leur métier. On leur demande de rester à la maison. C'est normal et que ceux-là se sentent un peu en difficulté. Et donc, c'est une joie pour eux d'abord de reprendre le boulot, de pouvoir vous lever le matin, vous l'avez dit, je vais au service, je vais au boulot. Et ça fait jusqu'au soir. Même si vous n'avez pas gagné de l'argent, ça seul, ça satisfait. Et donc, c'est d'abord ça, c'est tellement qu'il lui a donné le sourire. Maintenant, quand ils vont commencer, ce qui est sûr, même s'ils ne rattrapent plus ce qui est perdu, le temps perdu et l'argent perdu, ils vont commencer à gagner de nouveau. Puisque là, les ajustements qu'il y a eu au niveau des tarifs vont leur permettre de rentabiliser. Ça, c'est clair. C'est le consommateur final qui paye. C'est-à-dire que c'est l'usager qui paye finalement pour eux. Eux, ils ne vont pas perdre. C'est l'usager qui paye. C'est le dernier client, celui qui remet l'argent. C'est sur lui que ces répercussions-là vont. Mais moi, j'ai des inquiétudes par rapport au respect des mesures. Vous savez, quand on a demandé à ce que, par exemple, les taxis motos ne prennent pas plus qu'une personne sur les motos, c'est en ce moment même que moi je rencontrais en circulation des taxis motos qui prennent 2 personnes. J'en ai même vu encore hier qui ont pris 3 personnes. Je dis, est-ce que les gens sont conscients de ce que cette maladie-là existe et tue effectivement? Et donc cela repose encore le problème d'intensification de la sensibilisation. Parce qu'il semble que la prise de conscience n'est pas encore au top. Il y a des citoyens qui continuent de penser que ils respectent les mesures pour les autorités seulement. Ils respectent les mesures juste parce que, bon, on veut satisfaire à ce que les autorités ont dit et éviter seulement que la police nous fasse du mal. Donc, pour moi, c'est qu'il faut toujours que la main libre soit laissée à la police de réprimer effectivement, parce que jusque-là, la répression n'est pas ce que ça doit être. Moi, je remarque que la police ne réprime pas vraiment. Est-ce qu'il faut aller là, vous proposez qu'on aille par la force
Non, mais pas la force, c'est que s'il faut prendre des dispositions tout de suite, s'il faut que le ministre de l'Intérieur prenne un arrêté pour dire que si quelqu'un ne porte pas de masque, la personne doit payer telle amende, ou que si on voit un zémi, et ça, cette disposition existait déjà, un zémidia qui fait de la surcharge, qui prend plus d'une personne, c'est qu'on lui inflige des sanctions. Je pense qu'il faut y aller et réchauffer cette disposition-là et commencer par les appliquer. Parce que quand on va mener ces opérations, pendant 1, 2, 3 semaines maintenant, le Benoît est têtu, mais se remet vite ou pas. Nous allons comprendre parce que on prend 2 personnes jusqu'à ce jour. Moi, je continue de voir des gens aller sur 2 personnes, aller prendre 2 personnes sur une moto. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que nous n'avons pas conscience de la situation. C'est-à-dire non seulement nous-mêmes, mais aussi ces hommes-là qui sont à la recherche effrénée de l'argent, du gain, et donc au point même d'exposer leur vie et la vie donc des autres. Parce qu'ils ne prennent aucune mesure pour protéger les procès clients contre ces mots-là. Et donc, je doute fort que les bus dits Tokpa respectent effectivement ces mesures. Parce que nous-mêmes aussi usagers, il peut arriver que le bus soit rempli. Ils nous disent, bon, vraiment, je ne peux plus prendre. Il va dire, pardon, prends-moi. Ça dit, pour cette seule fois-là, le mal ne fera rien. S'il te plaît, et on va le supplier, il va nous prendre encore. Ça veut dire qu'il y a d'abord nous-mêmes. Et puis ensuite, maintenant, les complices, c'est ces transporteurs-là. Et donc, la police a du boulot. La police a simplement du boulot. Et il reste que le gouvernement, je ne dis pas que le gouvernement empêche la police de travailler, mais vous vous rappelez qu'il y a eu des policiers qui ont été sanctionnés récemment pour avoir réprimé de force, de façon peut-être illégale, certains citoyens dont c'était mal comporté. Donc tout ça aujourd'hui, on sent que la police même, les policiers sont méfiants, donc on vous fait juste le signe pour dire mettez votre masque, et puis bon, vous continuez, ils vous laissent et puis vous continuez, alors que ça ne devait pas être ça. Il faut des opérations, d'accord? Il faut qu'on cible des carrefours stratégiques et qu'on définisse des jours pour vraiment interpeller des gens, leur infliger les sanctions qu'il faut. Quand on va le faire, nous allons prendre conscience de la situation. Au niveau des églises également, c'est possible, ça va être respecté, c'est sûr. Mais je n'ai pas trop confiance en nos gens. À dire que ce soit au niveau des églises ou bien au niveau des mosquées. Et même des temples. Oui, je ne nous fais pas confiance. Parce que pendant la période de jeûne, moi j'ai pris par Zongo, j'ai traversé Zongo plusieurs fois. À 19h, vous voyez nos frères musulmans en train de prier à 20, à 30 encore ensemble, sans respecter cette mesure de distanciation sociale-là. Pendant qu'ils étaient en train de jeûner encore, ils l'ont fait. Et donc, ce ne serait pas surprenant. Surtout que si au niveau des églises, on peut multiplier le nombre de cultes par jour, mais c'est qu'au niveau des mosquées, on ne peut pas dire, bon, la prière de 14 heures va se faire en 3 temps ou bien en 4 temps. Et donc tout le monde voudra toujours aller dans l'enceinte de la mosquée et prier au même moment. Et recevoir la bénédiction. Oui, parce que c'est 5 prières par jour, pas plus, pas moins. Et donc ils vont toujours respecter ça. Au niveau des églises, l'effort peut être fait pour que le dimanche matin, pour les églises évangéliques qui ont l'habitude de faire un seul culte puissent aller à 2 ou à 3 et communiquer avec les fidèles. Pour leur dire, vous pouvez venir de telle à telle, c'est possible, c'est faisable. Parce que chaque église maîtrise un peu le nombre de fidèles qu'il a. Absolument. Oui, donc on peut régler au niveau des églises, mais au niveau des mosquées, je doute fort. Donc, il faut encore sensibiliser les gens. Il faut les sensibiliser, les amadouer. Et si ça ne prend pas, faites des irruptions dans des églises, dans des mosquées en plein culte, pour voir si c'est respecté. Si ce n'est pas respecté, sanctionner qui le doit. Je pense que cela y va donc de notre santé à nous-mêmes. Cette éruption dont parle M. Fayon, est-ce que les gens ne vont pas, est-ce que ce ne serait pas ce genre de violation de l'espace de Dieu, de l'espace chrétien ou musulman? Est-ce que ce serait apprécié et bien vu par les gens? Non, parce que la force coercitive, il faut y aller par moment, parce que là, il s'agit d'une pandémie là. Oui, on ne le fera que après des rappels à l'ordre. On n'ira pas par la force dès qu'on a constaté. On débarque sur le terrain et puis on les embarque ou on ferme. Non, on ne le fera pas de cette manière-là. Mais on va le faire par méthode. D'accord? Par méthode. C'est-à-dire, dès qu'on constate, on fait des rappels à l'ordre. Il le faut. En ce moment, comme il a dit maintenant, vous savez, les premiers jours, les premières semaines, les gens respectent relativement les mesures. Mais un mois après, c'est fini. Vous devez constater que au début, les mêmes travers, les mêmes vieilles donc habitudes. Il faut poursuivre la sensibilisation, d'accord? La répression, ça viendra après. Mais avant la répression, il faut toujours rappeler à l'ordre les responsables. Les responsables, ça a été suffisamment fait. Oui, j'ai entendu. Sur les radios, partout. J'ai entendu. Je ne veux pas que ça s'arrête
au niveau seulement des déclarations. J'ai vu des responsables d'église, l'évêque, l'archevêque de Cotonou, au niveau des mosquées, les imams, tout ça là, sortir des communiqués, faire des déclarations publiques pour, n'est-ce pas, insister, pour sensibiliser leurs fidèles, pour leur dire, écoutez, respectez les instructions, les recommandations du gouvernement. Maintenant, de la parole à l'acte, il faut que sur le terrain même, au niveau des mosquées, des églises, cela soit pratiqué. Qu'on le dise publiquement, et qu'au niveau des églises, des mosquées, on ne l'applique pas, c'est tout autre chose. Donc, il faut rappeler ces gens-là à l'ordre, ces responsables, ce que vous avez dit, vous ne le faites pas. Mais dès que c'est dit et ce n'est pas fait, on peut maintenant passer à la phase de répression. Bon, maintenant, au niveau de la police, comme il a dit, mais c'est dommage que on dise, parce que tout à l'heure, tu as dit, il faut même aller aux amendes. Je crois que l'amende a été fixée. 6 000 francs pour le non-port de masque. Quand on appréhende quelqu'un, je crois que c'est 6 000 francs. Mais lorsque la police arrête et que celui qui est en infraction, il négocie, il remet 2 000, il remet 5 000, on le relâche. Est-ce que vous avez été témoin nous savons dans quel pays nous sommes. Je n'ai pas cité le nom d'un policier ici ou d'un policier Y. Mais je sais que tout le monde sait que ça se passe comme ça. Tous les policiers ne sont pas, je ne généralise pas. Il y en a qui accomplissent leur mission avec dévouement, avec efficacité, dans le respect des règles. Mais il y en a également qui pour 2 000, qui pour 3 000, 4 000 ne font pas appliquer les mesures prises par le gouvernement. D'accord? Que ce soit les masques. Bon, maintenant, s'il y en a qui transportent des immigrants, 2, 3 passagers, là, au vu au-dessus de certains policiers, peut-être que quelque part on l'a arrêté, mais il a dit écoutez, il a remis 2 000, 3 000, on l'a laissé partir. Donc il faut qu'il y ait un suivi. Et qu'au niveau de la hiérarchie même de la police, qu'il y ait des contrôles inopinés, des visites inopinées, au niveau de ces postes-là, pour voir si le travail se fait, comme cela se doit. Donc je crois que si tout cela est fait, et qu'on poursuit la sensibilisation va se poursuivre même jusqu'au jour où... Même juste après Covid, après... Pourquoi pas? J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais pas... un responsable de paroisse dire, écoutez, les mesures d'hygiène, les règles d'hygiène là, c'est pas seulement dans ce contexte-là de coronavirus qu'on doit respecter ça. Ça devrait être permanent, voyez-vous, parce que c'est pour notre bien, c'est pour notre santé. Très bien. Alors, Monsieur Félicien, que dites-vous par rapport au prix? Parce que là, quoi qu'on dise, le nombre de passagers a diminué désormais et donc ça rejaillit sur le prix, les tarifs, un peu partout. Oui, ce qui est normal. J'ai vu des communiqués hier de structures de transport qui, par exemple, ont fixé Cotonou-Parakou à 11 000, je crois, alors qu'habituellement c'était à 5 000, 6 000. Et donc, ça a quasiment doublé, juste parce que ils savent que le nombre de passagers qu'ils prenaient va être divisé en 2 désormais. Et pour ces gens-là, par exemple, le respect, je pense que je ne doute pas, ils vont le faire parce qu'ils sont... Le double, oui, parce qu'en réalité, la quantité de carburant à consommer d'ici pour Parakou ne va pas changer. C'est cela en réalité. Donc, eux, ils sont obligés de faire comme ça. C'est ça qui doit même attirer notre attention pour que nous puissions respecter les mesures que le gouvernement nous a recommandées, même au niveau des églises. Parce que la Bible dit qu'il faut écouter les autorités, qu'il faut écouter et suivre ce qu'elles nous demandent de faire. Et donc, pour rien au monde, pour quelque fois que ce soit, on ne doit pas dire qu'on ne va pas respecter. Parce que si nous respectons effectivement ces mesures, et qu'après contrôle, après plusieurs semaines, bien plusieurs mois de respect, les autorités constatent que le coronavirus n'est plus au Bénin, ces mesures vont être levées. Et donc, les transports vont reprendre normalement. Et donc, ces coûts-là qui, aujourd'hui, connaissent une augmentation, vont être ramenés donc, à la baisse, vont être revus à la baisse. Et donc, c'est nous-mêmes, tout dépendra de nous-mêmes aujourd'hui. Parce que si nous ne développons pas de très bons comportements, c'est clair que nous allons continuer à subir les conséquences du coronavirus. On va se dire, oui, moi, je n'ai pas le mal, je n'ai pas le virus, je n'en mourrai pas. Oui, mais vous payez de votre poche pour ce virus. Parce que vous payez le transport. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, le prix du maïs a augmenté, le prix de cette denrée a augmenté. Donc, ça fait que vous déboursez sans le savoir. Donc, il nous revient nous-mêmes d'abord d'observer ces mesures-là. Si nous arrivons à les observer et que le virus est parti complètement de chez nous,
nous allons revenir à la normale. Sinon, on risque de rester comme ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans encore à payer ces tarifs, alors que nos salaires n'ont pas connu d'augmentation, alors que nos chiffres d'affaires n'ont pas connu d'augmentation. Donc la vie va devenir plus chère. Donc nous devons en tenir compte pour respecter ces mesures-là. Très bien. Merci à vous, M. Ganaro. Vous avez certainement quelque chose à ajouter? Oui, bon, je dirais qu'il y a quelque chose de malheureux. Bon, nous ne souhaitons pas que le coronavirus reste au Bénin et que bon, nous continuons de vivre avec ça. Mais je dis qu'il y a quelque chose de malheureux, bon, parce que ça va nous discipliner un peu. Parce que normalement, en temps normal... Ça va nous discipliner, mais est-ce que ça nous discipline véritablement? C'est l'autre question qu'il faut se poser. Des mains, normalement, ça devait être une habitude que nous devons garder. Disons. Que ce soit dans les lieux de service, dans l'administration, que dans les ménages, partout, on devrait, n'est-ce pas, respecter ces mesures d'hygiène-là. Mais aujourd'hui, c'est la pandémie du coronavirus qui nous oblige à le faire. Il faut que même après le coronavirus, nous continuions à respecter ces mesures d'hygiène-là. C'est très important. Bon, par exemple, dans les bus, dans les minibus, tout ça, je crois que même si, comme Félicien l'a dit maintenant, on finit avec le coronavirus, ce n'est pas bien d'embarquer 40-50 personnes côte à côte serrées. Je crois que c'est source de maladie. Donc, il faut que même après cela, on puisse imposer un nombre raisonnable de passagers dans chaque véhicule. Merci beaucoup. Votre mot de fin, monsieur Félicien? Non, mais je voudrais nous inviter encore au respect de ces mesures et dire que c'est pour le bien commun de nous tous. Ce n'est pas pour le bien du gouvernement, ce n'est pas pour le bien de quelqu'un d'autre, mais pour nous tous. Très bien. Merci à vous, chers invités. Loge Ganaro, journaliste, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, et Félicien Fayon, journaliste au quotidien Le Matinal. Merci d'être venu. Merci de répondre à notre invitation. On se retrouve très très prochainement. Vous qui nous suivez depuis 6h30, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin, demain jeudi, dès qu'il sonnera 6h30 et c'est reparti. Merci. Très bonne journée à vous tous.